maintenant, nous allons passer donc à l'exposé suivant. Madame Bensmina va nous parler du diagnostic et de la prise en charge de la maladie cœliaque. À vous, Madame Bensmina. Merci beaucoup, Madame Benhassine. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de vous parler de la maladie cœliaque. Donc, et de cet aspect particulier qui est le diagnostic et la prise en charge. J'ai pris comme fil conducteur les questions qui ont été posées par les personnes qui se sont inscrites et les recommandations de l'ESPGAN et bien sûr les recommandations de la Société algérienne de gastroentérologie, de nutrition et pathologie et de nutrition pédiatrique. Pardon. Alors tout d'abord, je vais essayer de vous parler du diagnostic sérologique parce que c'est ça surtout qui pose problème. Il y avait plusieurs questions qui portaient sur quelle sérologie faire, comment les interpréter et quelle valeur elles allaient avoir pour le diagnostic. Alors pour le diagnostic sérologique, il faut savoir que les guidelines internationaux ont commencé à être mis en place à partir de la fin des années 70. C'était le premier guideline de l'ESPGAN. Depuis, avec les avancées scientifiques et l'apparition de nouveaux tests diagnostiques, il y a eu d'autres guidelines. Le premier guideline qui a intégré les sérologies comme outil diagnostique, c'était le guideline nord-américain en 2005. Et depuis, il y a eu d'autres guidelines en 2012 de l'ESPGAN et en 2019, plus récemment, sur lequel on s'est basé pour faire nos recommandations algériennes qu'on avait présentées en 2019 lors d'une journée, la première journée de la Société algérienne des pathologies et de nutrition pédiatrique. Alors voilà toutes les sérologies qui peuvent être faites. On a les antigliadines, les anti-endomésium, dans l'ordre dans lesquels ils ont été mis en place par les scientifiques. Les premiers c'était les antigliadines, puis les anti-endomésium, sont venus après les antitransglutaminases qui étaient dirigées justement contre la cible spécifique et qui allaient donner des lésions histologiques et de la transglutaminase de type 2. Et puis récemment, il y a eu les antigliadines des amylés, vous avez les isotypes IgA ou IgG. Et c'est un tableau récapitulatif qui avait été présenté dans le document des recommandations de l'ESPGAN pour montrer les performances des différents tests. Maintenant, on a toute cette panoplie de tests qu'on a la possibilité de faire et qui nous permettent de dire qu'il y a une réaction et que peut-être il y a une maladie cœliaque. Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va faire de façon plus privilégiée? Et bien, quand on a un enfant pour lequel on a une suspicion des signes cliniques de maladie cœliaque ou même une maladie auto-immune, on a une orientation. On pense à la maladie cœliaque. Le premier test à faire, et ça c'est les recommandations de l'ESPGAN, mais aussi les recommandations de la Société algérienne de pédiatrie, c'est de commencer par les anticorps antitransglutaminase isotype IgA. Pourquoi on fait les anticorps antitransglutaminase isotype IgA? Ce sont les anticorps qui sont les plus sensibles, ce sont les anticorps qui vont être les plus spécifiques, ils sont les plus performants en matière de coût. Quand on est dans un pays comme le nôtre, mais vous voyez même pour les recommandations européennes, on fait l'examen le plus performant et le moins coûteux. Et ce sont les anticorps antitransglutaminase de type IgA. Et ceci, quel que soit l'âge de l'enfant. Il n'y a pas de particularité chez les enfants de moins de 4 ans. Même chez les enfants de moins de 4 ans, premier examen à faire, IgA antitransglutaminase. IgA antitransglutaminase. Dans le cas particulier où il y aurait un déficit en IgA, bien sûr, cet examen IgA antitransglutaminase ne va pas être performant. On sait très bien qu'il y a une association fréquente entre le déficit en IgA et la maladie cœliaque. Et c'est un lien, c'est une relation à double sens. Les cœliaques ont plus de déficit en IgA et les déficits en IgA font plus de maladie cœliaque. Donc dans ce contexte particulier, quand on a un déficit en IgA, on fait de façon non discriminée les anticorps anti-gliadine des amylés, les anticorps anti-endomésium ou les anticorps anti-transglutaminase, mais on va choisir l'isotype IgG qui est tout à fait performant dans ce contexte particulier et qui va nous permettre de poser le diagnostic de maladie cœliaque. Alors maintenant, est-ce qu'il est intéressant d'utiliser un autre type d'anticorps? Comme je vous l'ai dit, les antitransglutaminases sont les plus sensibles et les plus performants. En ce qui concerne les anticorps anti-endomésium, eh bien pour les anticorps anti-endomésium, ils sont performants, ils sont sensibles, ils sont spécifiques, sauf qu'ils sont examinateurs dépendants. C'est un examen en immunofluorescence indirecte. Ils sont coûteux. Il y a des variations de données de résultats interlaboratoires, ce qui rend leurs résultats aléatoires. Et c'est pour ça qu'on ne va pas faire les anticorps endomésium en première intention. Est-ce qu'il est intéressant de faire les anticorps antigliadine des amylés? Des études qui ont commencé à apparaître quand les tests ont été mis au point pour dire qu'ils pourraient être plus performants chez les enfants de moins de 4 ans. En 2019,
En poulant tous les examens qui ont été faits, on se rend compte au contraire que quand on fait des anticorps antigliadine des amidés, pour avoir un enfant positif en anticorps antigliadine des amidés et qui serait négatif en transglutaminase, il faut faire 2300 tests, ce qui fait qu'en fin de compte, ce n'est pas du tout un test performant en matière de coût. Pour les antigliadines, c'est un examen, dans le tableau que je vous ai mis au départ, qui n'est pas du tout sensible, puisque vous avez des études, une sensibilité qui varie entre 45% à 85%. C'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de faux positifs qui vont faire errer le diagnostic ou mettre des enfants sous régime alors qu'il n'est pas opportun de faire le régime. Donc, première intention, patient suspect de maladie cœliaque, dépistage population à risque, on fait des IGA antitransglutaminase. Est-ce qu'il est intéressant, pour augmenter la performance, d'associer, au lieu de faire juste antitransglutaminase, on met antitransglutaminase plus anti-endomésium ou antitransglutaminase plus antigliadine des amidés? Pas du tout. Ça augmente le coût de l'exploration, le coût de la prise en charge de ces patients. C'est des examens qui sont coûteux. Et non seulement ça augmente le coût, et ça vous donne de faux résultats. Ça diminue la spécificité. On va faire des endoscopies digestives pour des enfants qui ne seraient pas cœliaques. Donc, réellement, on insiste sur ce message. Quand on a un patient qui est suspect, faire d'abord IGA antitransglutaminase et le dosage pondéral des IGA. Maintenant, est-ce qu'il est intéressant de faire les anti-endomésium après avoir fait les anticorps antitransglutaminase? Oui, dans les recommandations de l'ESPCAN 2019, quand on a un patient qui est suspect, pour lesquels on a fait le dosage des IGA antitransglutaminase, qu'on a trouvé un taux d'IGA qui est supérieur à 10 fois la limite supérieure de la normale. Si on veut faire une procédure de diagnostic sans biopsie intestinale, et je reviendrai sur cette question, on va faire en deuxième intention les anticorps anti-endomésium. On va la faire sur un deuxième prélèvement, avec des précautions et des règles qu'il faut respecter pour pouvoir utiliser cette procédure. Et je vais reprendre tout particulièrement la procédure du diagnostic sans biopsie selon les recommandations de l'ESPCAN. Donc, quand on ne fait pas une procédure de diagnostic sans biopsie, on n'a pas besoin de faire les anticorps anti-endomésium. Dans la situation particulière, et elle vous en a parlé, Madame Zellweger, de la maladie cœliaque potentielle, l'hétérogénéité clinique est très très importante. Et dans certains cas, on va se retrouver devant des patients qui vont avoir des sérologies qui vont être positives, c'est ça la définition d'une maladie cœliaque potentielle, qui vont avoir une histologie qui va être normale, ils vont avoir juste un stade 1, c'est-à-dire un infiltrat lympho-épithélial, on va définir comme maladie cœliaque potentielle, avant de retenir ce diagnostic, qui est un diagnostic qui est très très difficile à retenir. Il faut vraiment reprendre l'interrogatoire pour voir s'il n'y a pas des signes cliniques, si les patients n'ont pas réduit le rapport en gluten avant de faire la biopsie intestinale, si l'examen biopsique a été fait, il était de bonne qualité. Si on répond à toutes ces questions, le patient n'a pas réduit son gluten dans l'alimentation, l'histologie a été faite par un histopathologiste performant, en respectant les règles quand on fait une biopsie, on peut dire que c'est une maladie cœliaque potentielle et à ce moment-là, on va surveiller les patients par une surveillance clinique et une surveillance au laboratoire en faisant les sérologies. Et parfois dans l'évolution, on va être amené à faire des biopsies. Maintenant, je reprends une question qui était: est-ce qu'on peut faire le diagnostic de la maladie cœliaque parmi les questions qui avaient été posées par les participants sans faire de biopsie intestinale? Dans les procédures, dans les guidelines, on a essayé avec les sérologies de réduire au maximum le nombre de biopsies et à partir de 2005, on a commencé à faire le diagnostic avec une seule biopsie intestinale, la biopsie de départ qui permettait de montrer qu'il y avait une atrophie villosicaire. Dans les dernières recommandations de 2019, l'ESPGAN propose de faire le diagnostic sans biopsie intestinale chez les patients qui soient symptomatiques ou asymptomatiques. À partir du moment où quand on fait la première étape diagnostique, et j'insiste sur étape parce que ça doit se faire justement étape par étape, on ne peut pas demander tous les examens en une seule fois. On commence tout d'abord par demander les IGA antitransglutaminase. Si on a une valeur d'antitransglutaminase qui est supérieure à 10 fois la limite supérieure de la normale, et ce que j'ai mis en jaune, c'était les garde-fous, c'était les règles pour pouvoir interpréter correctement ces examens, que nous, dans notre pratique, ce n'est pas toujours possible de le faire parce que parfois, même pas, l'examen n'est pas précisé. Donc, seuls les tests avec un calcul basé sur les courbes de calibration et qui ont la valeur 10 fois la limite supérieure de la normale dans la plage de mesure doivent être utilisés. Et nous, quand on nous rend ces examens, on n'a pas cette information dans notre pratique. La deuxième étape, c'est faire le dosage des anti-endomésium. C'est ça la place des anti-endomésium. Une procédure sans biopsie
avec des IGA supérieurs à 10 fois la normale, je peux faire les anti-endométrium. Mais comment je vais les faire? Je reconvoque le malade, c'est une autre occasion, je vais faire un autre prélèvement pour enlever le risque d'erreur d'étiquetage ou le risque d'erreur tout simplement au moment de l'examen au niveau du laboratoire. C'est un élément qui est très très important. Et il faut le faire au moment où l'enfant continue à prendre le gluten dans son alimentation sans avoir réduit le gluten. La troisième étape, qui est aussi importante que les deux premières, c'est la prise de décision de faire le diagnostic sans biopsie. Ce n'est pas une décision qui relève du médecin seul, c'est une décision qui relève du médecin, du patient et de ses parents. Quand on demande, et cet algorithme a été mis en place mais n'a pas encore été évalué. Quand les patients, on leur fait le diagnostic juste sur des sérologies, surtout ceux qui sont strictement asymptomatiques, il va être très très difficile de leur faire accepter un régime alimentaire qui est restrictif et désocialisant. Donc la décision au final de faire un diagnostic sans biopsie va dépendre de votre protocole. IGA antitransglutaminase supérieur à la limite, 10 fois la limite supérieure de la normale, anti-endométrium positif sur un deuxième prélèvement, des parents et des enfants conscients. C'est un régime qui doit être maintenu à vie et qui accepte de faire une procédure sans biopsie. Les recommandations de la Société algérienne de gastro-entérologie et de nutrition pédiatrique de 2019 et qui ont pris en compte toutes les difficultés et les particularités d'exercice dans notre pays. Les difficultés d'avoir exactement le test diagnostique qui a été utilisé quand on a un résultat de laboratoire pour les antitransglutaminases. On sait très bien que quand les examens sont faits, ils sont faits sur un seul prélèvement, ils sont envoyés à l'étranger ou même quand ils sont faits ici, ils sont faits sur un seul prélèvement pour les antitransglutaminases et les anti-endométrium, recommande une approche diagnostique avec biopsie. On ne peut pas faire le diagnostic d'une maladie pour lequel on va mettre un traitement à vie sans être certain de ce qu'on est en train de faire et sans respecter les garde-fous qui ont été déjà mis par les sociétés savantes qui ont mis ces algorithmes. On ne peut pas prendre un algorithme que l'aspect qui nous paraît intéressant. Alors maintenant, cette biopsie intestinale, on vous dit il faut faire la biopsie intestinale pour poser le diagnostic de maladie cœliaque, en tout cas dans notre contexte. Mais il faut savoir que cette biopsie intestinale, il faut savoir l'interpréter. Il y a des règles pour la biopsie intestinale. Et vous avez les règles qui ont été émises par l'American Gastroenterology Association, qui dit qu'il faut faire des prélèvements proximales et distales, que le nombre de prélèvements doit être multiple, 4 à 6 prélèvements, qui doivent être orientés. Il faut avoir des coupes perpendiculaires pour qu'on puisse voir la hauteur des villosités. Pour pouvoir interpréter correctement, il faut au moins avoir 3 villosités adjacentes. C'est un élément très très important. Il faut avoir 3 niveaux de coupe. Il faut que l'histopathologiste qui va interpréter votre biopsie intestinale soit un histopathologiste expérimenté qui a l'habitude d'examiner des biopsies intestinales pour que votre examen soit fiable et performant. Les recommandations de l'ESPCAN reprennent un peu ces recommandations et c'est au moins pour la pédiatrie 4 biopsies duodénales et 1 biopsie bulbaire. C'est ça, biopsie siège distal et siège proximal, bien orientée, analyse histologique approfondie avec comptage des lymphocytes. Et si on a des discordances, si on a un examen qui n'est pas compatible, par exemple des antitransglutaminases positives avec une histologie qui n'est pas compatible avec la maladie cœliaque, une histologie normale, il est très important, avant d'aller chercher autre chose ou de dire que l'un ou l'autre, ou de mettre l'enfant tout simplement sous régime sans gluten, sans aller plus loin, il faut demander à votre anatomopathologiste de faire de nouvelles groupes ou bien de demander à ce que l'examen soit vu par un anatomopathologiste expérimenté. C'est quelque chose de très important. Si ça se passe ailleurs et c'est les recommandations à l'ESPCAN, ça se passe aussi chez nous. Alors, je reprends juste l'algorithme diagnostique de l'ESPCAN et qui dit que si le patient symptomatique ou non symptomatique, ils font les IGA antitransglutaminases. S'ils sont négatifs, ce n'est pas une maladie cœliaque. S'ils sont positifs et supérieurs à 10 fois la limite supérieure de la normale, on est là. On fait un deuxième prélèvement avec dosage des anti-endométrium. S'ils sont positifs, c'est ça la procédure sans biopsie et pour laquelle nous, on n'adhère pas parce qu'on ne peut pas respecter les garde-fous. Donc, par contre, dans tous les autres cas, quand vous avez un déficit en IGA, quand vous avez les antitransglutaminases qui sont inférieures à 10 fois la limite supérieure de la normale, la biopsie intestinale est obligatoire. Dans le cas où, voilà, la biopsie intestinale est obligatoire et c'est l'histologie avec une biopsie intestinale qui retrouve des anomalies histologiques de type MARCH 2 ou 3 qui va nous dire que c'est une maladie cœliaque.
On fait la biopsie intestinale et c'est ça où je vous ai dit quand c'est discordant et la biopsie vous dit il n'y a pas d'anomalie, c'est un marche 1 ou 0, on a une demande de maladie cœliaque potentielle. C'est un examen qui doit être refait par un anatomopathologiste expérimenté. Alors, en ce qui concerne le dépistage, maintenant on a posé le diagnostic de maladie cœliaque dans une famille, chez un enfant ou même chez un adulte. À quel moment on va faire le dépistage et quand on va faire le dépistage? Ça, c'était une question qui a été posée à plusieurs reprises. D'abord, chez qui? Parents du premier degré d'un patient cœliaque. Alors, on a vu que la prévalence était de 1% dans la population générale. Chez les parents de patients cœliaques du premier degré, c'est-à-dire les parents, les enfants de cœliaque ou la fratrie de cœliaque, la prévalence va monter à 10%. Quand on regarde les parents au second degré, la prévalence va monter à 3%. Donc quand on est dans une famille à risque, il faut penser à faire le dépistage. Ça va permettre de les diagnostiquer précocement et d'éviter ce qu'on vous a montré sur la clinique, le fait d'avoir des retards pubertaires, des retards staturaux ou d'autres signes cliniques qui peuvent être minimes mais qui peuvent avoir un impact sur la qualité de vie des patients. À quel âge on va faire ce dépistage? Il ne faut pas le faire trop tôt, sauf s'il y a des symptômes. Si on est devant des patients qui sont strictement asymptomatiques, pour les enfants en tout cas, on fait le premier dépistage à l'âge de 3 ans. Puis, on refait, s'il est négatif, on refait le dépistage à l'âge de 6 ans. S'il est toujours négatif, on va refaire le dépistage pour certains experts à 9 ans. Ça, ce n'est pas un écrit, j'ai trouvé dans la littérature, mais ce qui avait été rapporté dans le dernier symposium international sur la maladie cœliaque, qui s'est tenu en 2019 au mois de septembre à Paris, et c'est ce qui avait été présenté et recommandé. Donc, asymptomatique chez des enfants, la fratrie d'un cœliaque, on fait à 3 ans. Puis on refait à 6 ans s'il est négatif. Puis pour certains, on refait à 9 ans. Pour d'autres, ce n'est pas intéressant de refaire, on les laisse tranquilles. Alors on fait aussi le dépistage chez tous les patients porteurs de maladies auto-immunes et on vous a montré le pourcentage d'association entre la maladie cœliaque et dans les maladies auto-immunes qui est très très important, 16% pour le diabète et toujours en tout cas plus important que dans la population générale. Et souvent ça passe inaperçu, on est concentré sur la maladie initiale, on ne pense pas à la maladie cœliaque et donc on fait du dépistage systématique. Comment on fait ce dépistage? Toujours l'examen le moins coûteux, le plus performant, le plus sensible et le plus spécifique, ce sont les IgA antitransglutaminase. En cas de déficit en IgA, on va faire le dosage des IgA antitransglutaminase, des IgG antitransglutaminase ou des IgG antigliadine des amylés. Je passe à la deuxième partie de la présentation qui va s'intéresser à la prise en charge et au devenir. Il y a beaucoup de questions justement qui étaient posées par rapport à la surveillance, par rapport à comment faire un régime sans gluten. En réalité, la prise en charge, c'est le régime sans gluten, et j'insiste, c'est un régime sans gluten qui doit être strict et à vie. Depuis la découverte de la maladie cœliaque, et même depuis les années 30, c'est le seul traitement à ce jour, mais la science est en train d'avancer. Quelles sont les indications de ce régime sans gluten? On va le débuter chez les patients qui vont avoir une maladie cœliaque classique ou non classique, c'est-à-dire symptomatique, sérologie positive, avec des anomalies histologiques. On l'indique dans les formes frustres. À partir du moment où vous avez des anomalies histologiques, il y a une indication à mettre les patients sous régime sans gluten. Pour la maladie cœliaque potentielle, les experts ne sont pas tous d'accord, mais ce qui reste le plus prépondérant, le plus prédominant, parce qu'il n'y a pas d'anomalie histologique, les anomalies histologiques sont minimes, on ne sait pas si on est à un stade de début et que la maladie n'est pas encore installée, c'est vraiment pas de régime, mais une surveillance stricte sur le plan clinique et sur le plan sérologique, et éventuellement, dans un deuxième temps, voir l'évolution et décider éventuellement de ne pas mettre sous régime, mais en tout cas, la plupart recommandent de ne pas mettre sous régime d'emblée, mais par contre de les surveiller de façon rapprochée. Alors, c'est quoi ce régime sans gluten? C'est un régime qui va exclure de l'alimentation les céréales qui contiennent du gluten, qui sont le blé, le seigle et l'orge. Les recommandations du Codex Alimentarius en 2008 retenaient qu'un aliment qui était sans gluten, c'était un aliment qui devait contenir moins de 20 ppm de gluten, c'est-à-dire moins de 20 portions pour 1000 de gluten dans l'alimentation. Avant 2008, on disait que les aliments sans gluten, c'était ceux qui contenaient moins de 100 ppm, mais on est revenu sur des recommandations qui étaient plus strictes, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec de très faibles quantités, on pouvait avoir des anomalies histologiques et même des signes cliniques. Je vous ai mis l'avoine entre guillemets et je vous montre dans la plaque suivante. Alors, en ce qui concerne l'avoine, pendant longtemps, on a considéré qu'il pouvait être dangereux chez un patient qui était cœliaque. On est revenu sur la question. Il y a des travaux qui ont été faits dans des populations pédiatriques qui ont montré qu'il était inoffensif, ni sur la croissance, sur la clinique, ni même sur les anomalies histologiques. Il n'y avait pas d'anomalie histologique qui est induite par l'avoine
Par contre, il faut faire très attention quand on autorise la voile, nous en tout cas pour notre population, parce qu'on n'a pas de logo, on n'a pas de certification qui ne contiennent pas. Les contaminations se font au moment de la culture, au moment des transports, au moment de la transformation dans l'industrie agroalimentaire. Et donc le fait d'autoriser la voile, c'est vraiment une autorisation, entre guillemets, on n'est pas certain qu'il soit pas. La voile en lui-même n'est pas toxique. La voile qui est vendue et qui est consommée, c'est pas sûr qu'il soit exempt de gluten. Dans une étude finlandaise qui avait regroupé plusieurs marques, où ils avaient étudié sur 9 marques, il y avait 8 qui contenaient 8 marques d'avoine qui se disaient sans gluten, il y en avait 8 qui contenaient du gluten. Alors, ce régime sans gluten va exclure dans l'alimentation, vous allez voir, c'est pour ça qu'on dit très difficile, et donc critères diagnostiques doivent être clairs, et la mise sous régime doit être sur des critères diagnostiques certains. On va enlever tous les aliments habituels de notre consommation, le pain, la pâtisserie, les biscuits, les pâtes alimentaires et les plats cuisinés. Alors moi je dis toujours, quand on présente le régime sans gluten chez des patients cœliaques, le plus intéressant, ça serait plutôt de présenter le côté positif, au lieu de commencer par préciser les aliments exclus, peut-être commencer par les aliments qui vont être autorisés, voire la moitié du verre plutôt plat. C'est-à-dire ils ont le droit de manger tous les légumes, fruits, frais, les pommes de terre par rapport aux féculents, le riz, certains céréales ou demi-céréales comme le quinoa, qui commencent à rentrer un peu dans notre culture algérienne et qu'on arrive à trouver sur le marché. Donc, essayer d'être positif, même si on sait que c'est très difficile. Très difficile parce que je disais restrictif, désocialisant, une perte de convivialité. Nos repas de fête, c'est toujours du couscous, de la charchoura, c'est des aliments qui contiennent du gluten et donc ils vont être exclus de ce repas de famille ou avoir un repas à part. C'est des régimes qui vont être plus coûteux, c'est toujours plus cher d'utiliser les produits sans gluten et partout dans le monde sont plus chers que les produits de consommation habituels. Et difficulté supplémentaire, vous avez tout le gluten caché, donc vous pouvez avoir des prises non intentionnelles de gluten. Vous prenez un aliment ou un médicament, vous ne pensez pas qu'il contient du gluten, et bien si pour certains médicaments, en tout cas nous, pour nous les médecins, il faut faire attention quand on fait des prescriptions, surtout quand on fait des prescriptions pour une longue durée, des médicaments longs cours, regardez les excipients, et dans les excipients, vous allez avoir amidon de blé, dans les comprimés, d'extrait de blé, dextrine, et tout ça peut impacter ou faire en sorte que votre régime, le régime de votre patient cœliaque ne soit pas très bien suivi. Alors, pour que le régime soit équilibré, on a vu qu'il y avait quand même une diminution de la quantité de féculents et de sucre lent. Il faut qu'il y ait vraiment une surveillance à long terme. On ne met pas un patient sous régime sans gluten en lui donnant une liste d'aliments interdits, une liste d'aliments autorisés, on le laisse dans la nature. Il faut qu'il soit vu régulièrement. Il faut qu'il y ait normalement dans les recommandations une consultation avec des diététiciennes spécialisées et expérimentées. Nous, on n'a pas la chance d'en avoir, mais c'est souvent le médecin qui se substitue, il fait comme il peut. Il faut surtout favoriser les aliments naturellement sans gluten. C'est ça le message qu'il faut donner. Favoriser pommes de terre, riz, maïzena, légumes à feuilles, viande, poisson. Il faut consommer les fruits et les légumes en quantité suffisante, ça va apporter des vitamines, ça va apporter des fibres, ça va éviter les complications liées au régime sans gluten qui sont très restrictifs. Si on peut avoir des produits sans gluten, c'est très bien, il y en a de plus en plus sur le marché algérien. Et favoriser les pseudo-céréales qui sont en train de rentrer sur le marché et qui peuvent être intéressantes pour enrichir l'alimentation des patients cœliaques. Et bien sûr, la lecture des étiquettes, c'est un élément primordial qu'il faudra apprendre à nos patients. Et pensez à appeler les sociétés quand vous avez des aliments pour demander est-ce qu'ils contiennent du gluten ou pas du gluten, pour essayer d'avoir de l'information, mais aussi pour les sensibiliser à la particularité de cette population. Alors, sur la question modalité de surveillance, est-ce qu'on peut surveiller juste sur la sérologie? Est-ce qu'il faut faire des biopsies intestinales? Pour les recommandations de l'ESPCAM 2019, la surveillance doit être clinique et sérologique. Elle doit être régulière. Par contre, la situation, et on fait l'histologie, c'est les patients qui n'évoluent pas bien, les patients cœliaques pour lesquels un diagnostic a été posé avec des critères diagnostiques qui étaient bien assis, diagnostic bien fait, qu'on met sous régime sans gluten et qui n'évoluent pas bien. La première chose à laquelle il faut penser, c'est les écarts de régime, bien sûr. Parfois, c'est des écarts de régime volontaires, parfois, c'est des écarts de régime qui sont non intentionnels par rapport au gluten caché. Mais quand on a une évolution qui n'est pas correcte, à ce moment-là, et on sait que l'enfant fait bien sans régime, qu'il n'y a pas d'écart de régime, à ce moment-là, il est intéressant d'aller revoir la biopsie, peut-être,
qu'on n'est pas devant une maladie cœliaque, on est devant notre pathologie. C'est la seule situation où il y a une indication à faire un contrôle histologique pour la maladie cœliaque et pour les recommandations de l'ESPEN, même si le diagnostic a été fait sans histologie au départ, on l'a fait, c'est une mauvaise évolution. Alors, de façon générale, comment on surveille j'ai fait une plaque spécifique pour la biopsie parce qu'il y avait une question spécifique concernant la biopsie et la surveillance histologique. Il faut faire une évaluation clinique. L'évaluation clinique, elle doit être annuelle pour vérifier bien sûr la croissance du patient, le poids, la taille, la disparition des symptômes cliniques. La surveillance sérologique, elle est intéressante parce que la surveillance sérologique, ça vous permet de dire que votre patient suit son régime, qu'il n'y a pas d'écart des régimes et qu'on peut faire des courbes d'évolution des sérologies et il faut les faire tous les 3 à 6 mois. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les faire à 12 mois et après de les faire de façon répétée, plus le taux de sérologie de départ est élevé, plus la cinétique de diminution va être plus lente. Si on démarre à 1000, ça ne va pas se négativer en 3 mois, ça va prendre du temps à se négativer, ça peut aller jusqu'à 30 mois. Mais par contre, le fait de répéter les examens tous les 1 à 2 ans, ça vous permet de dire que votre patient suit son régime correctement et même pour certains, c'est un marqueur de la cicatrisation muqueuse. Pour l'évaluation nutritionnelle qui doit être faite au départ et qui doit être refaite même quand les patients évoluent correctement, parce qu'on sait que le régime sans gluten est restrictif, il peut exposer à des déficits nutritionnels. Donc c'est des examens à refaire régulièrement tous les 1 à 2 ans pour rechercher justement la carence en fer, surtout l'anémie, la carence en vitamine D, en vitamine B12 pour d'autres carences qu'on a du mal à doser chez nous, par exemple la carence en zinc. Il faut surveiller surtout le gamme pondéral et vérifier la consommation du patient par rapport aux fibres pour éviter la constipation. En ce qui concerne la déminéralisation osseuse, qui peut être parfois le seul signe clinique, il faut la surveiller quand le régime a été mis, en tout cas dans la population pédiatrique, au moins une fois au cours des 2 premières années pour voir qu'il y a une normalisation de la densité minérale osseuse. En ce qui concerne les transaminases, il faut toujours continuer à les surveiller régulièrement tous les 1 à 2 ans, même s'ils étaient normaux au départ. C'est possible qu'ils vont vous dire qu'il y a un début de maladie auto-immune hépatique qui est en train de commencer chez ces patients. C'est là qu'on sait qu'il y a des possibilités d'évoluer vers d'avoir des associations avec hépatite auto-immune et cholangine. Le bilan thyroïdien aussi doit être fait au diagnostic, il doit être répété tous les 1 à 2 ans. Alors, pourquoi un régime sans gluten strict et à vie? Je vais vous montrer deux plaques simplement, c'est juste pour faire justement le plaidoyer pour un régime sans gluten strict et à vie quand le diagnostic a été posé de façon certaine. Dans cette étude où vous voyez ces courbes, ce qui est un pointillé, c'est les patients qui étaient cœliaques diagnostiqués mais qui n'ont pas fait le régime sans gluten. Et dans la courbe du bas, pleine, ce sont les patients qui font le régime. Et ça, c'est la durée d'évolution en mois après le diagnostic. Quand on ne fait pas le régime sans gluten, on développe plus de maladies auto-immunes. Et vous voyez la courbe, comment elle est en train d'augmenter par rapport à des patients qui suivent correctement le régime. Même s'il y a une augmentation de maladies auto-immunes, elle est quand même beaucoup moins importante que pour ceux qui ne font pas le régime. Un autre argument pour essayer de les convaincre de faire le régime de façon stricte. En ce qui concerne la densité minérale osseuse, et surtout chez les patients, justement, les adolescents, les préadolescents, où à ce moment-là, ils vont constituer leur masse minérale osseuse. Dans ce travail qui a comparé des enfants cœliaques diagnostiqués qui faisaient le régime correctement, des enfants cœliaques qui refusaient le régime, et des enfants contrôle, c'est-à-dire des enfants qui n'étaient pas cœliaques. On a évalué la densité minérale osseuse et on a évalué le contenu minéral osseux. Dans cette comparaison, regardez l'âge, les 3 populations étaient comparables. La densité minérale osseuse chez les patients qui n'étaient pas traités, qui ne faisaient pas le régime et qui étaient cœliaques, était diminuée par rapport aux enfants contrôle. Mais surtout, ce qui était diminué, regardez, c'est le contenu minéral osseux, puisqu'il est de 15,8 pour les patients cœliaques qui ne font pas le régime, il est de 21 pour les enfants contrôle, et il est de 18 pour les enfants cœliaques qui font le régime. C'est-à-dire que quand on fait un régime pour la maladie cœliaque, quand on ferait son régime sans gluten, on arrive à restituer justement cette masse minérale osseuse, donc le régime est très très important. Alors la clé de la réussite du régime, c'est que les patients doivent être participants actifs. Il faut qu'ils adhèrent au régime sans gluten. Il faut pas que ça soit, il faut qu'ils le comprennent, que ça soit rationnel pour eux. Et donc pour cela, il faut qu'on leur explique, il faut qu'on discute avec eux, qu'on leur parle des risques quand ils ne font pas leur régime, les risques sur la croissance, les risques sur le développement de maladies auto-immunes et les risques pour le futur. Il faut qu'on ait des professionnels de la santé qui soient formés à la maladie cœliaque, qui connaissent le régime
Et pour cela, il faut qu'on ait des diététiciennes, et on sait très bien que c'est très difficile d'avoir des diététiciennes spécialisées, au moins des médecins qui s'intéressent à la maladie cœliaque, en tout cas à l'aspect diététique de la maladie cœliaque. Il faut qu'on ait à disposition des aliments exempts de gluten, et pour cela, il faut avoir un étiquetage correct des aliments. Pour pouvoir avoir un étiquetage correct des aliments, en tout cas, on a besoin d'avoir l'association des parents et de patients qui aient du poids et qui peuvent influencer l'industrie agroalimentaire et les décideurs sur le plan de la société pour qu'il y ait des lois par rapport à l'étiquetage des aliments et au contenu sans gluten éventuel. Alors, le dernier aspect de la prise en charge, c'est surtout par rapport à la prévention de la maladie. Alors, beaucoup de travaux ont été faits en matière de prévention de la maladie cœliaque. En ce qui concerne la prévention primaire, tous les travaux pratiquement qui ont été faits ont montré qu'on ne peut pas faire de prévention primaire, en tout cas n'ont pas donné de bons résultats. L'étude Celepriv, l'étude Celiac Prevent, qui sont des études multicentriques qui ont évalué le fait de ne pas mettre de gluten dans l'alimentation chez des populations à risque, le fait de retarder, le fait de mettre avec du lait maternel, n'ont pas montré qu'on pouvait réellement prévenir la survenue de maladies cœliaques. Mais toutes les recommandations des sociétés savantes continuent à dire qu'il faut privilégier l'allaitement maternel, que l'allaitement maternel, même s'il ne protège pas contre la maladie cœliaque en tant que tel, il protège contre plein d'autres pathologies et c'est le meilleur aliment pour tous les enfants. Donc allaitement maternel, que quand on introduit le gluten, on pouvait l'introduire entre 4 et 6 mois chez les enfants qui sont encore sous allaitement maternel. Ça permet de les protéger ou du moins de retarder un peu la survenue de la maladie cœliaque. Pour certains, les vaccinations anti-rotavirus et même les vaccinations anti-entérovirus ont montré qu'ils pouvaient avoir un effet bénéfique en matière de prévention primaire, mais c'est surtout à l'étape préclinique, c'est-à-dire chez les souris, en laboratoire. Pour la prévention secondaire, c'est le diagnostic, c'est ce qu'on a dit, il faut y penser. Il faut penser au diagnostic pour pouvoir traiter précocement, pour éviter que pour ces enfants-là qui se retrouvent avec des petites tailles définitives, avec un impact psychologique très très important. La prévention tertiaire, c'est faire en sorte que nos malades adhèrent au régime sans gluten afin d'éviter les complications, et on a vu qu'ils pouvaient développer des complications, que ce soit la baisse de la densité minérale osseuse, des fractures, la fertilité ou même les maladies auto-immunes. Alors, on sait très bien, même si on essaie de le faire, que c'est très très difficile de faire accepter ce régime et surtout de faire accepter ce régime à vie puisqu'il réduit la qualité de vie du patient de façon drastique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études qui permettent, beaucoup de recherches pour essayer de trouver une alternative au gluten. Pour l'instant, on n'a plus le gluten, on continue à favoriser le régime sans gluten. Et les autres alternatives thérapeutiques, ils ont plusieurs points d'action. Alors vous avez d'autres variétés de blé, les variétés de blé anciennes qui vont être modifiées génétiquement pour diminuer leur immunogénicité. Vous avez le fait d'utiliser des endopeptidases qui détruisent le gluten avant même d'arriver à la muqueuse intestinale. D'autres approches qui vont agir plutôt sur l'immunité pour bloquer les lymphocytes T ou les récepteurs au niveau du HLA-DQ8. Mais toutes ces études sont à plusieurs phases de niveau et on n'a pas encore en tout cas de traitement qui paraît efficace, mis à part le régime sans gluten. Alors je terminerai en vous disant que en tout cas, l'aspect le plus important, je pense, même si tout était important, c'était l'aspect diagnostic, que les recommandations internationales prennent en compte toutes les nouvelles preuves scientifiques, mais qu'elles doivent toujours être adaptées à notre réalité et qu'il ne faut pas sauter dessus pour faire des raccourcis. Parce que toutes les recommandations internationales, ils ont mis des garde-fous et elles vont être probablement évaluées et que c'est très difficile pour nous de respecter ces garde-fous. Et donc, il faut avoir des procédures adaptées à notre terrain. Que pour le régime sans gluten, il faut encourager nos patients à s'organiser en association pour pouvoir justement avoir le remboursement de ces produits qui coûtent plus cher, pour avoir une réglementation par rapport à l'industrie agroalimentaire. Et je vous remercie.